Ce lien entre terrorisme et immigration, effectivement, il ne date pas d'aujourd'hui, il ne date pas des années 2000, des années 90, et on peut dire qu'il est déjà présent dans l'entre-deux-guerres avec toute la propagande d'extrême droite, de l'Action française ou des ligues, ce qu'on appelait les ligues dans l'entre-deux-guerres, qui associaient directement la présence étrangère en France, ce qu'on appelait les métèques à l'époque, avec des actes de violence qui pouvaient, dans certains cas, être terroristes. Mais il a été porté au plus haut niveau de l'État, il a même fait l'objet d'une institutionnalisation, carrément d'une politique d'État sous le régime de Vichy, quand il s'agit de lutter, de réprimer la résistance française, à la fois la résistance au régime de Vichy, mais aussi la résistance à l'occupant nazi, et qu'était dénoncée directement la présence étrangère, c'est-à-dire la présence de ces juifs, qui étaient pour certains français, mais qui étaient assimilés à des étrangers, des Polonais, des antifascistes italiens, des républicains espagnols. Et là, il y avait effectivement un lien qui était directement fait dans la propagande d'État, donc sous le régime de Vichy, entre immigration et terrorisme. Ça a donné cette fameuse et triste affiche rouge, la fameuse affiche rouge, donc qui a été fabriquée à la fois par les autorités de Vichy et les autorités d'occupation allemandes. Et sur cette affiche rouge était effectivement mise en exergue, si je puis dire, montrer un certain nombre d'étrangers accusés d'actes de sabotage, d'actes de terrorisme, et la plupart de ce qu'on a appelé les personnages qui sont devenus aujourd'hui célèbres de cette affiche rouge du groupe Manoukian étaient effectivement des gens qui avaient une ascendance immigrée, antifascistes italiens, républicains espagnols, juifs, hongrois, roumains, polonais. Donc ce lien, il est quand même très ancien et il n'a fait que se réactualiser dans les différentes périodes de l'histoire de France, années 60, 70, jusqu'à très récemment dans les années 2020. Les acteurs qui portent, les principaux acteurs, les principaux vecteurs qui portent ce discours ou cette corrélation magique, cette association magique entre terrorisme et immigration, sont plutôt ce qu'on appelle des acteurs politiques situés à l'extrême droite, les milieux nationalistes et populistes, que ce soit à l'échelle européenne. Le Premier ministre hongrois, par exemple, Viktor Orban, en fait l'une de ses thématiques principales dans ses discours. Il dénonce régulièrement, effectivement, la menace immigrée, la menace de l'immigration, et il l'associe directement au terrorisme en disant un immigré qui rentre en Hongrie, c'est un terroriste potentiel. En France, c'est un discours qui est revenu au devant de l'actualité, notamment avec le Front National, et aujourd'hui appelé Rassemblement national. Et on a vu des manifestations assez récentes, même si maintenant elles ont plus de 10 ans, notamment au moment de l'affaire Mohamed Merah, ce terroriste qui avait tué des militaires français et des jeunes Français de confession juive. Et à l'époque, le Front National avait instrumentalisé cette affaire en disant, certes, Merah est français, mais c'est un Français porteur d'identité immigrée, et derrière lui se cachent à la fois des descendants d'immigrés et d'autres immigrés. Donc on voit bien qu'à ce niveau-là, les forces politiques nationalistes, populistes d'extrême droite sont celles qui instrumentalisent le plus fréquemment ce discours. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un discours qui se banalise, c'est un discours qui se généralise, qui est repris très largement par la plupart des leaders d'opinion et des porte-paroles de la droite classique, mais aussi par la gauche et aujourd'hui par une partie de ce qu'on appelle la majorité présidentielle. C'est-à-dire que c'est un discours qui finalement aujourd'hui a fait école sur l'ensemble du spectre politique français, de la gauche centriste à l'extrême droite, et qu'il est même une des thématiques principales de certains partis politiques, et il revient très régulièrement, notamment dans les contextes électoraux. Il n'est pas simplement aujourd'hui le produit de l'extrême droite, mais malheureusement, si je puis dire, il est une thématique qui est, je dirais, s'est généralisée dans l'ensemble du champ politique français, repris par des personnalités, des leaders d'opinion, des porte-paroles de partis, à gauche comme à droite.
Attention, je pense que là, bon, ça renvoie aussi à l'analyse générale des médias, hein, qui n'est pas propre à ce sujet. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas les médias qui fabriquent les sujets. On a souvent l'impression qu'il y a une sorte de cinquième pouvoir et on dit c'est la faute aux médias. C'est quelque chose qu'on entend souvent aujourd'hui dans la bouche de beaucoup de Français ou de résidents en France et qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, finalement, que ça serait les médias qui créeraient les problèmes, qui les inventeraient pour faire du papier et bien sûr pour faire du chiffre d'affaires. Moi, j'ai coutume de dire, quand une société va mal, les médias vont mal. Et vice-versa. Vous savez, la fameuse formule, quand le bâtiment va mal, tout va mal, c'est pareil. Les médias sont à l'image de la société, les journalistes sont à l'image des acteurs sociaux. Et puis, il faut aussi déconstruire ce que j'appellerais le mythe de l'homogénéité des médias. On s'aperçoit que les médias peuvent être très différents, ne serait-ce qu'au sein des médias audiovisuels. Tous les médias ne disent pas la même chose. C'est encore plus vrai pour la presse écrite. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec le développement de toute une série de médias alternatifs qui se répondent entre eux, qui se critiquent entre eux et qui développent souvent des formes de contre-enquête à des enquêtes médiatiques dominantes. Mais il est clair que les médias ont une certaine responsabilité morale, éthique dans la diffusion d'un certain nombre de fantasmes et de clichés, et notamment avec le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes d'information qui ont tendance à réagir à chaud aux événements, de faire des commentaires, des diagnostics à chaud, sans toujours bien vérifier les faits, et surtout, ce qui est beaucoup plus grave, sans enquête. Le gros problème aujourd'hui des médias français et en général des médias, que ce soit les médias écrits ou les médias audiovisuels, c'est très souvent l'absence d'investigation, l'absence d'enquête. Alors c'est assez paradoxal parce qu'il y a de plus en plus d'émissions qui portent le mot enquête, il y a de plus en plus d'émissions qui portent le mot investigation, mais on n'a jamais fait aussi peu d'enquêtes et d'investigations qu'aujourd'hui et que tout de suite réagir à une information parcellaire, fragmentaire sur un élément biographique d'une personne et considérer que finalement cet élément biographique expliquerait sa trajectoire terroriste relève, je dirais, oui, tout simplement de quelque chose de peu scientifique, de peu vérifié et qui malheureusement provoque beaucoup de fantasmes et d'émotions et fait beaucoup de dégâts au niveau des consciences des lecteurs et des téléspectateurs. Plusieurs types de travaux, mais disons qu'en France, il y a assez peu de travaux statistiques sur le lien entre immigration et terrorisme. En revanche, il y a des études anglo-saxonnes, notamment à l'université de Warwick, qui ont fait un très gros travail sur ce qu'on appelle des bases de données, des data. Ils ont travaillé sur plusieurs milliers de cas et notamment sur plus de 30 ans, donc une sorte d'étude qui porte sur 30 ans de relations. Ils essayent de mesurer la corrélation entre migrants ou phénomènes migratoires et terrorisme. Il y a eu aussi une étude d'un think tank libertarien, c'est-à-dire des ultralibéraux américains, qui sont pourtant pas favorables aux immigrés. Ils peuvent être favorables à l'immigration, mais pas forcément aux immigrés, qui, pareil, a utilisé aussi des bases de données sur plusieurs années. Et ça, ce sont des études qui ont été publiées récemment, hein, les 5 ou 6 dernières années, et qui montrent qu'il n'y a pas de lien du tout entre un pays qui serait ouvert à l'immigration ou qui aurait une politique migratoire plutôt ouverte et le phénomène terroriste. C'est-à-dire qu'en fait, un pays peut avoir une politique d'accueil assez large, assez généreuse, comme on dirait aujourd'hui, et n'est pas plus frappé, marqué par le terrorisme. Et d'une part, quand on analyse le profil ou les profils des terroristes, il n'y a pas forcément de lien direct entre l'acte migratoire tel qu'il a été accompli, par exemple, sur 5 ou 6 ans avant, et l'acte terroriste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de terrorisme qui soit migrant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de terrorisme qui ait des origines immigrées, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de lien direct entre la trajectoire migratoire d'un individu ou d'un groupe et sa trajectoire violente, radicale, dite terroriste. Donc, de ce point de vue-là, les études quantitatives, les très grandes études quantitatives reposant sur des bases de données, des databases de plusieurs milliers de personnes, infirment, contribuent à démentir ce lien entre terrorisme et immigration. Et puis, il y a des études plus qualitatives qui ont été faites en France, réalisées en France par un certain nombre de mes collègues sociologues, et que ce soit sur des gens qui sont passés à l'acte terroriste
ou que ce soit des personnes qui sont fichées S, notamment, qui sont soupçonnées de pouvoir passer à l'acte ou potentiellement de passer à l'acte. Et à ce niveau-là, il est plutôt montré que de plus en plus, le terrorisme, ou du moins la tentation terrorisme ou le risque de terrorisme, serait de plus en plus un phénomène endogène, c'est-à-dire de gens qui ont été totalement socialisés dans la société française, socialisés, scolarisés, éduqués, qui ont passé leur enfance, leur adolescence en France. Certains, effectivement, peuvent avoir des origines étrangères, mais en tout cas, ils sont bien des Français. De ce point de vue, comme je le disais, j'employais cette formule un peu médiatique, mais qui n'était pas fausse sociologiquement, c'est que nous sommes aujourd'hui en présence notamment d'un terroriste made in France, qui est fabriqué par la société française. Je ne dis pas que la France est responsable, je dis qu'en tout cas, c'est un terrorisme qui était de plus en plus un phénomène endogène, qui est le fait de gens qui ont été modelés par la société française, par autre chose aussi, mais notamment par la société française, et qui ont un parcours finalement de socialisation et de scolarisation au sein de la société française. Alors, comment on peut sortir de cet amalgame entre terrorisme et immigration? Mais ce que je disais à propos des médias, c'est d'abord de favoriser des enquêtes approfondies, que ce soit des enquêtes quantitatives sur de très gros échantillons, de très grosses bases de données, comme l'ont fait nos collègues américains. C'est aussi faire des études qualitatives à la fois sur les personnes qui sont passées à l'acte terroriste ou ceux qui sont fichés pour susceptibles de passer à l'acte terroriste, encore qu'il faut beaucoup de prudence, puisque certains sont fichés S, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils peuvent être terroristes. Et à l'inverse, il y a des terroristes, et malheureusement l'actualité le prouve, qui n'avaient jamais été fichés S, ça ne leur a pas empêché de commettre des actes terroristes. Donc aussi faire des études qualitatives sur les trajectoires, sur les parcours biographiques. Ça ne veut pas dire, et je tiens à le préciser, qu'il faut comment dire, nier tout lien. Le phénomène migratoire peut avoir un lien, mais qui n'est pas celui qu'on pourrait dire en termes de causalité. Ce n'est pas en termes de causalité, mais par exemple, dans la représentation négative que peuvent développer certains individus à l'égard de la société française, il peut exister des traumatismes migratoires. Traumatisme d'un père ou d'une mère qui a été maltraité ou dont il leur semble qu'il a été maltraité. Il peut aussi avoir chez certaines personnes tentées de passer à l'action terroriste ce que j'appelle les imaginaires migratoires. Par exemple, ces jeunes djihadistes qui rêvent de migrer en Orient pour rejoindre les fronts irakiens et syriens, qui ont donc un imaginaire migratoire, comme diraient les spécialistes, un imaginaire de hijra, en référence à la hijra du prophète, bon, bien sûr, qu'ils appliquent aujourd'hui, qu'ils décontextualisent pour l'appliquer à l'actualité. Il peut y avoir aussi des terroristes qui ont objectivement migré ces dernières années, mais pas forcément pour accomplir un acte terroriste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien direct entre le fait de vouloir migrer et le fait de vouloir de commettre un acte terroriste sur le territoire. Bien sûr que dans les biographies des terroristes, dans les trajectoires des terroristes, il y a parfois effectivement des origines, des ascendances migratoires, mais en revanche, ce qui est largement démenti par les enquêtes quantitatives ou qualitatives, c'est que les gens migreraient pour commettre des attentats. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment démenti, et que nous donner l'illusion ou généraliser à partir de quelques cas de personnes qui sont rentrées récemment sur le territoire français le lien entre phénomène terroriste et phénomène migratoire, c'est tordre les faits, c'est tordre la réalité pour développer des thèses qui n'ont aucun fondement ni scientifique ni sociologique, et c'est participer au fantasme de ce lien sécuritaire entre terrorisme et phénomène migratoire.